aujourd'hui, Ursula von der Leyen, ou hier, a évoqué ce chiffre de 600 milliards nécessaires pour la reconstruction de l'Ukraine. Et encore, c'est un chiffre provisoire, on va sans doute arriver à 1000 milliards. Les Occidentaux, en premier lieu, vont être sollicités pour reconstruire l'Ukraine. Et il y a une question taboue. Cet argent sera-t-il bien utilisé? De quoi parle-t-on? Eh bien, des voix s'élèvent déjà pour s'interroger sur la corruption qui était au cœur de ce régime ukrainien. Il faut le dire. Et encore une fois, on peut tout à fait considérer que l'Ukraine a eu un comportement héroïque depuis le début de cette invasion et ne pas détourner le regard face aux réalités qui dérangent. Non, l'Ukraine n'est pas un État modèle. Dans l'Ukraine, la corruption tenait une place centrale, très importante. Alors, est-ce qu'on a des garanties? Où en est-on aujourd'hui? Que sait-on sur l'évolution du régime? Est-ce que cette guerre change la donne? Je voudrais qu'on mette les choses à plat et je voudrais vous écouter sur cette question qui ne sera pas évitée. Cette question a été au centre des conversations à voix basse aujourd'hui à Paris, quand les 700 entreprises françaises ont été sollicitées pour apporter leur écho. C'est le contribuable européen, le contribuable occidental qui sera sollicité. Donc cette question, il faut la poser, il ne faut pas l'éviter, il ne faut pas regarder ailleurs. Que sait-on d'abord précisément? Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Que sait-on aujourd'hui sur la réalité de cette corruption? Eh bien, cette question, on n'est pas les seuls à se la poser. Les donateurs se la posent aussi. En juillet, en amont de la première réunion pour la reconstruction de l'Ukraine à Lugano, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, elle-même l'évoquait avec des mots très choisis. Écoutez-la. Preventing and combating corruption has been particularly high on your agenda since the Revolution of Dignity. You have created an impressive anti-corruption machine. But now, these institutions need teeth and the right people in senior posts. Et c'est vrai que les éléments dont on dispose conduisent à ce constat. Oui, avant la guerre, l'Ukraine était l'un des pays les plus corrompus d'Europe, juste devant l'Azerbaïdjan et la Russie. C'est ce qu'indique l'indice de Transparency International qui vérifie des centaines de paramètres comme la répression de l'opposition, le fonctionnement de la justice, le détournement de fonds publics. Sur le plan mondial, cette fois, l'Ukraine, on le voit, se classe au 122e rang sur 180 pays en matière de corruption, juste derrière l'Égypte et juste devant le Gabon. Plus on est bas dans ce classement, plus on est considéré comme corrompu. À titre de comparaison, la France, on le voit, est 22e. Bon, à quoi tient ce score? Quelle est la matérialité de cette corruption, d'une certaine manière? Bien, cette réalité, elle tient en 3 points. Le premier, c'est l'argent des oligarques. Le fonctionnement de l'Ukraine, finalement, est similaire à celui de la Russie. Toutes les ressources du pays, les minerais précieux, les céréales, sont concentrées dans la main de quelques milliardaires. La deuxième réalité, elle découle de la première. Ces oligarques sont extrêmement influents, notamment sur le fonctionnement politique du pays. Ils usent de leur argent pour obtenir des contrats, pour acheter d'autres entreprises, pour augmenter leur richesse et aussi pour influencer le pouvoir politique. C'est ce que l'on appelle la culture du bakshish, c'est-à-dire la culture des pots de vin. Le troisième point, c'est la corruption de la justice. Ces milliardaires achètent, entre guillemets, les juges pour ne pas être condamnés, juges qui font ensuite soit traîner des procédures judiciaires, soit prononcent des non-lieux. Est-ce qu'il y a eu réellement des affaires de corruption mises au jour? Oui, c'est simple. Depuis 1991, chaque président ukrainien a été directement mouillé. Petro Porochenko, par exemple, président de 2014 à 2019, milliardaire proche de l'oligarchie. Après sa défaite à la présidentielle de 2019, il est visé par 15 enquêtes. Nomination illégale de juges à la Cour suprême, blanchiment d'argent, abus de pouvoir. Il aurait notamment avantagé des entreprises situées dans le Donbass pour acheter du charbon. Les procédures sont toujours en cours. Avant lui, son prédécesseur, Viktor Yanukovych, avait été destitué par le Parlement. Il aurait fermé les yeux, voire encouragé le détournement de plus de 35 milliards d'euros durant son mandat, notamment via les grands contrats publics. Il a été condamné à 13 ans de prison, peine qu'il ne purge pas puisqu'il a fui en Russie. Bon, maintenant, mettons les pieds dans le plat. Et Volodymyr Zelensky? Eh bien, Volodymyr Zelensky, on s'en souvient, a justement été élu en proclamant sa volonté de lutter contre la corruption.
Alors qu'en est-il dans les faits? Eh bien, jusqu'à présent, aucune affaire de corruption n'est remontée jusqu'à lui. En revanche, il est cité dans les Pandora Papers en 2019, cette grande enquête qui révélait un système mondial d'évasion fiscale. Alors qu'il était comédien, Zelensky a mis en place un système de société offshore basé dans les îles Vierges britanniques pour échapper au fisc ukrainien. Bon, mais vous avez raison de faire la différence entre corruption et évasion fiscale. C'est vrai que c'est quand même pas le même registre. Mais depuis son élection, est-ce que les choses ont changé en Ukraine s'il s'est fait élire sur ce programme-là? Et en disant en quelque sorte qu'il y a des progrès, on peut créditer Volodymyr Zelensky d'avoir voulu limiter la concentration des médias ukrainiens dans les mains de quelques oligarques et donc de limiter leur influence. Juste avant la guerre, c'était en septembre 2021, une loi entrée en vigueur avec notamment l'obligation pour ces oligarques de vendre leurs actifs médiatiques dans les 6 mois. Ils ont aussi désormais l'interdiction de financer des partis politiques ou de privatiser des grandes entreprises. Les députés de la Rada, quant à eux, le Parlement ukrainien, sont désormais obligés de déclarer tout contact avec des oligarques. Mais de l'avis général, pour le moment, on est encore loin du compte. Merci, Justine. Bon, qui veut commencer? Anne, peut-être. Est-ce qu'on a raison de se poser la question? Mais oui, bien sûr, on a raison de se poser la question, mais il ne faut pas non plus penser qu'on part de rien. C'est-à-dire que oui, l'Ukraine est un pays corrompu, comme tous les pays issus de l'ex-URSS. La Russie l'est encore plus que l'Ukraine, mais enfin tous les pays de la zone le sont. Et pardonnez-moi de rappeler que du côté des pays européens, il y a parfois aussi des problèmes dans ce domaine-là. On l'a vu cette semaine. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que, en fait, la corruption en Ukraine existe bien, je viens de le rappeler, mais il y a eu une politique de lutte contre la corruption qui existe depuis déjà un certain temps, depuis le président Yushchenko, qui a été élu en 2005, et sous la présidence de M. Poroshenko, qu'on vient de citer. Et cette lutte contre la corruption, elle a été d'autant plus importante que, en fait, elle conditionne tout ancrage de l'Ukraine à l'Union européenne. C'est-à-dire que les efforts de lutte contre la corruption qui ont été menés sous la présidence de Poroshenko, elles ont été faits notamment, pas seulement, mais notamment dans le cadre des négociations sur la signature de l'Ukraine de l'accord d'association avec l'Union européenne. Et maintenant, l'Ukraine, comme nous le savons, est candidate à l'Union européenne. Elle a reçu il y a quelques mois le statut de candidat à l'Union européenne. Et il est clair que c'est une garantie. C'est une garantie pour vous. Oui, c'est une garantie, c'est une obligation, parce que ça va conditionner les progrès de l'acquis commun, de la reprise de l'acquis communautaire, les progrès du rapprochement de l'Ukraine avec l'Union européenne. Et donc, que Mme von der Leyen le souligne, et elle l'a déjà fait à maintes reprises, qu'il y a là un gigantesque défi, ça correspond à une réalité, mais ça correspond aussi à une volonté de rappeler à l'Ukraine que finalement, elle ne peut pas faire n'importe quoi. Mais est-ce que l'Union européenne a les moyens de s'assurer qu'effectivement le travail est fait? Alors, l'Union européenne a des moyens qui me paraissent importants. Les moyens, ça, je ne sais pas. Je voudrais dire aussi qu'il y a, pas être trop longue, mais juste rappeler qu'il y a d'autres décisions qui ont été prises, d'autres réformes qui ont été prises au fil des années par les Ukrainiens, qui peuvent avoir un impact positif sur la question. Je veux en particulier parler des lois sur la décentralisation qui ont été adoptées en 2015. Et ces lois sur la décentralisation, elles ont été vraiment très importantes et elles ont eu comme répercussion une transformation politique de l'Ukraine dans de très nombreux domaines. Et donc, ça veut dire que les pouvoirs locaux se sont beaucoup accrus, que ça a contribué à conforter la société civile et que cette société civile et ses pouvoirs locaux, en fait, ils regardent les choses de beaucoup plus près parce que c'est leurs affaires que lorsque les décisions sont prises très loin dans la capitale. Général Yakovlev. Oui, alors il se trouve que je connais bien la question de la corruption en Ukraine parce que vous avez cité le classement de Transparency International. J'ai travaillé pour Transparency International en Ukraine pendant 18 mois. Alors, je n'y séjournais pas pendant 18 mois, j'y allais quelques jours, tous les 3 mois. J'étais dans le directoire d'une filiale de Transparency International. Et donc, l'Ukraine, on dit beaucoup de choses sur l'Ukraine qui, pour moi, sont fausses.
Oui, il y a de la corruption en Ukraine. On est d'accord, plus que dans un certain nombre de pays de l'Union européenne. Pas forcément tous. Et ensuite, pas forcément la Bulgarie, puisque vous pensez voilà, à ça. Il y en a, voilà. Ensuite, la corruption en Ukraine, elle est en train d'être réduite parce que la société civile en Ukraine est très forte. Moi, j'étais avec un groupe d'activistes, et donc tous les soirs, on dînait avec d'autres activistes. En Ukraine, il y a une presse libre. Elle n'est pas très professionnelle, mais elle est libre. Et il y a des activistes de tous les côtés. Donc à l'heure actuelle, être un corrompu joyeux, c'est compliqué en Ukraine depuis plusieurs années. On a fait reproche à Zelensky, une fois élu, de ne pas avoir réglé le problème de la corruption en 6 mois. Tout simplement parce qu'il faut sortir des lois. Lutter contre la corruption, au départ, c'est un arsenal juridique. Et l'arsenal juridique, ils sont en train de le mettre en place, sauf qu'il a une telle majorité quand il a été élu à la Rada, que c'était beaucoup de sympathisants, beaucoup d'activistes, mais très peu de professionnels. Et rédiger des lois, demander à l'Assemblée nationale, il y a de la technique. Ensuite, donc, ils sont en train de progresser. Il y a par exemple ProZorro, un système qu'ils ont mis en place, qui fait que les paiements, les appels d'offres, les choix et les paiements sont accessibles au public. ProZorro est plus transparent que ce que beaucoup en France, si vous voulez l'avoir, il faut demander. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez accès aux pièces si vous les demandez. ProZorro, c'est un portail. Et donc, il lutte. Maintenant, il y a l'autre aspect de la corruption. Madame von der Leyen, avec toute l'affection que j'ai pour elle, elle a une attitude que je trouve très énervante en disant la corruption, au sens c'est vous la corruption. Ce n'est pas vrai. En Afghanistan, en 2014, les Américains avaient dépensé 1000 milliards de dollars pour la reconstruction de l'Afghanistan. Et l'inspecteur général, justement pour ça, John Sopko, disait 500 milliards de dollars, on ne sait pas où ils sont. Ça, c'était un problème américain, ce n'était pas un problème afghan. Et les Afghans disaient, c'est de l'argent que vous ne nous avez jamais donné. C'est un problème américain et pas afghan. Oui, parce que la corruption, ça marche comme ça. Vous êtes une grosse entreprise américaine, française, enfin Vinci, Bechtel, etc. Vous gagnez un appel d'offres pour 200 millions de dollars. Et puis vous sous-contractez à des locaux, etc. Vous vous faites payer et vous gardez l'argent. Et moi, j'ai vu un cas à Kandahar, où un sous-contractant au 3e niveau d'une entreprise américaine réclamait 60 000 dollars pour du gravier que, je crois, Bechtel lui avait acheté. Et donc, les gars lui ont dit, pas de problème, allez faire un procès aux États-Unis avec vos avocats. Voilà. Bon. Donc, la corruption, elle est dans les pays qui donneront l'argent, encore plus qu'en Ukraine. Un mot rapide, Isabelle. Olivier. C'est vrai que tous les pays de l'ancienne Union soviétique sont corrompus, mais quelquefois ça marche. On peut éradiquer la corruption, et on peut citer l'exemple géorgien. Sous l'ancien président Saakashvili, avec quelques années de réformes, la corruption avait été en grande partie éradiquée. Bon, après, c'est revenu parce que le pouvoir a changé et que voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que l'attrait du rapprochement avec l'Occident avait été un moteur suffisamment puissant pour que ça marche. Alors, moi, j'ai une copine qui s'est occupée de l'éradication de la corruption en Géorgie au ministère de l'Intérieur. Et ensuite, on lui a demandé de faire la même chose en Ukraine. Et elle expliquait que c'était beaucoup plus difficile en Ukraine que ça ne l'était en Géorgie. D'abord parce que c'est un plus grand pays et parce qu'en Ukraine, tous les niveaux étaient corrompus. Donc, et dès qu'une décision était prise au sommet de l'étage, il fallait l'accompagner physiquement à tous les étages pour qu'elle soit appliquée, et c'était impossible. Mais ça, c'était avant la guerre. Et donc, on peut espérer aujourd'hui que la perspective d'un rapprochement avec l'Europe soit un moteur, en tout cas, que les Ukrainiens considèrent que c'est un enjeu suffisamment vital pour qu'ils investissent dans cette décorruption. Olivier. Je pense que ça va beaucoup tenir à Zelensky, c'est-à-dire qu'au moment où cet argent va arriver, la seule chose positive que je vois en ce moment, c'est qu'il y a une porte d'entrée qui s'est considérablement rapetissée. C'est-à-dire qu'il y a un seul interlocuteur, il y a un groupe qui dirige le pays autour de lui qui est extrêmement restreint. Donc l'argent va arriver à un endroit assez précis. La légitimité qu'il a, que peut-être sa capacité à faire, comme le général de Gaulle à la Libération, un gouvernement provisoire avec une nouvelle élite, avec des gens nouveaux, peut-être l'aider à ce moment-là à, sinon endiguer ou en tout cas amenuiser la corruption. À une nouvelle donne peut-être. Bien.